Bonjour, bienvenue sur le plateau du Club Entrepreneur, l'émission du magazine Challenge réalisée avec le soutien de Chivas Brothers Limited. Aujourd'hui, je suis avec Léa Lejeune de la rédaction de Challenge. Bonjour Léa. Bonjour. Nous sommes très heureux d'accueillir Catherine Barba. Bonjour. Bonjour. Alors, difficile de vous présenter en 2 mots, mais disons que vous êtes une des grandes figures du e-commerce et du commerce en France, si ce n'est que maintenant vous habitez à New York. Expliquez-nous un peu pourquoi vous êtes partie là-bas et, vu de New York, quelles sont les grandes tendances du commerce aujourd'hui ? Alors, pourquoi je suis partie aux États-Unis? Moi, ce qui me passionne, c'est la transformation du commerce, comment les entreprises du commerce se réinventent. Et c'est vrai que aller chercher du souffle, de l'inspiration, des idées ailleurs, c'est bien. J'avais l'impression que c'était nécessaire. Et puis, j'arrête pas de dire à tous les commerçants, toutes les marques que je rencontre, réinventez-vous, think out of the box. Donc, j'ai commencé par me l'appliquer à moi. Donc, vous êtes allé vous réinventer à New York. Et alors, à New York, qu'est-ce que vous avez découvert? En un mot, une découverte majeure sur le commerce? J'ai découvert que les commerces avaient vraiment compris la nécessité de se réinventer parce que là-bas, Amazon, c'est autre chose qu'ici. J'ai découvert Amazon en fait en allant aux États-Unis. C'est assez drôle, hein. J'avais l'impression d'être un peu comme dans la caverne de Platon. Quand j'étais en Europe, je voyais juste les ombres d'Amazon. Là-bas, c'est vraiment une immense pieuvre. Je pense juste avant Noël, ils ont pris 3 millions de nouveaux clients. La boîte, l'année dernière, a pris 160 milliards de valo en bourse. C'est plus que dans les 20 précédentes années. Et puis moi, de façon très pragmatique, j'habite dans une rue très commerçante. J'ai un immeuble qui a 31 étages. Tous les jours, dans le lobby, il y a des paquets Amazon Prime jusqu'au plafond. Donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une vraie nécessité, encore plus que je ne le pensais, pour le commerce traditionnel de se réinventer. Et là-bas, il me semble qu'il y a des commerçants qui prennent la mesure de cette urgence et qui essaye de donner une nouvelle raison d'être au commerce physique. Vous avez monté à New York le PEPS Lab, un laboratoire du commerce. Alors, est-ce que le e-commerce est fini? En quoi ça consiste, ce laboratoire? Alors, l'e-commerce, oui, c'est plus qu'une partie finalement du commerce traditionnel. Moi, quand je regarde le top 100 du e-commerce aux États-Unis aujourd'hui, quand j'enlève Amazon qui est un peu particulier, peut-être Netflix et puis Vistaprint, si on regarde la part des pure players dans ce top 100, ils sont moins de 10%. Ça veut dire que 90% aujourd'hui des e-commerçants, ce sont des acteurs traditionnels qui ont su faire vivre les deux mondes ensemble et puis qui à la fois se distribuent en physique et en digital. Donc l'e-commerce là-bas, c'est une partie du commerce. Ça continue à croître, comme en Europe. Et ce qui est marrant, c'est que cette croissance, elle est tirée par une seule chose, essentiellement, c'est le click and collect. Le click and collect qui a l'air assez bête, c'est-à-dire du point de vue du consommateur, pour nous, c'est un basique. Qu'est-ce que c'est? C'est je commande en ligne ou je réserve en ligne et je vais retirer en magasin. Alors pour l'entreprise, c'est quand même un sacré casse-tête parce que ça impose des contraintes d'organisation logistique hyper complexes. Mais les entreprises qui arrivent à mettre ça en place, elles constatent une augmentation considérable des commandes en ligne. Donc c'est ça qui tire la croissance aujourd'hui de l'e-commerce. Alors revenons en France un petit peu. Comment vous décrivez l'évolution du e-commerce en France? Est-ce qu'on s'en sort bien dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a quelques bons exemples à citer? Oui, alors encore une fois, l'e-commerce, il faut arrêter d'y penser comme une entité à part. C'est entièrement les startups du commerce. Moi, je regarde beaucoup les startups B2B. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils, de services, de fonctionnalités à fournir aux commerçants physiques qui ont besoin de se réinventer. Et je vois, ça se passe beaucoup en France. Mais pourquoi? Parce qu'on est très bon en tech. Et on a d'excellents ingénieurs. On est peut-être moins bons vendeurs, mais on a de la très bonne tech. Vous avez un exemple Je pense j'étais au salon en janvier, le salon NRF, la grand-messe de l'e-commerce, du commerce, du retail aux États-Unis. Il y avait, je ne sais pas, c'est vertigineux, 30 000 participants, des tonnes de conférences. Et un des grands sujets, c'était l'analytics des magasins physiques. Vous savez, quand un site e-commerce a tout un tas d'outils, Google Analytics et autres, pour mesurer d'où viennent les visiteurs, sur quelle page ils sont, quel est le taux de conversion, où est-ce qu'ils vont après. Les magasins physiques, aujourd'hui, se dotent d'exactement les mêmes outils. Donc, ils s'inspirent de ce que fait l'e-commerce. Et il y a des acteurs, en France, c'est Retency. Aux États-Unis, il y a un acteur français qui s'appelle Placemeter et qui s'est installé à New York. Ces gens-là sont en train d'aller voir tous les acteurs. Donc, aussi bien ceux dont on parlait à l'instant, les Warby Parker, les Amazon, qui sont en train du digital aller vers le physique, que des marques traditionnelles pour leur dire, voilà, installez ces petits capteurs pour tout mesurer. Donc moi, je regarde beaucoup le B2B, en fait, dans tout ce qui est start-up du commerce. Vous regardez aussi les startups parce que vous êtes business angel, vous avez quelques investissements à droite à gauche. Quels sont vos derniers investissements et quelles sont leurs valorisations?
Alors, j'ai investi, c'est d'actualité là, hein, je viens de faire un investissement dans une société qui s'appelle Reach, R-E-E-C-H, qui est dans l'influence marketing. Ça aussi, c'est une chose qui me passionne, c'est la façon dont on va toucher les influenceurs pour aller convaincre les consommateurs d'acheter. La publicité a toutes ses vertus, mais aujourd'hui, je pense que vous, comme moi, on est plus sensible à la prescription des autres. Et donc, ce qui est intéressant dans Reach, c'est que plutôt que d'aller chercher des gros influenceurs archi connus dont on commence à se demander s'ils sont vraiment très objectifs dans leurs recommandations, eux, ils vont chercher la longue traîne. Ils ont déjà rassemblé 3000 influenceurs auprès desquels ils communiquent pour les marques. Donc c'est un intermédiaire, c'est une nouvelle, c'est le mediated commerce et j'aime bien cette tendance. Vous pouvez nous dire combien vous avez investi dans cette startup? Oui, j'investis des tickets moi de 50 000 € en moyenne. J'avais investi en septembre aussi dans une autre boîte, Retency, donc qui fait justement de l'analytics dans les magasins physiques. Donc voilà, j'en fais 2 ou 3 par an. On dit que c'est difficile. On entend souvent dire que c'est difficile d'avoir un bon retour sur investissement dans les startups. Vous, il y a eu une startup sur laquelle vous avez eu une bonne surprise? Ben oui, c'est Litchi, évidemment. Litchi qui a été vendu en novembre dernier à Crédit Mutuel Arkea. Litchi et MangoPay, qui est une belle vente de Céline Lazorte. C'est vrai qu'après, on s'improvise. Enfin, moi, je m'improvise investisseur. Je le fais par conviction. J'ai envie que... Enfin, c'est le give back, quoi. Mais pour continuer sur ce sujet, effectivement, c'était une belle réussite. Et en même temps, il y a eu quelques critiques quand même. Oui, en fait... Non, c'est juste que Litchi a été revendu pour 50 millions d'euros. Oui. C'était une belle boîte. On avait l'impression que peut-être qu'elle aurait pu devenir encore plus grosse. Beaucoup d'argent. Non, mais pourquoi n'est-elle pas devenue une licorne? Mais parce que c'est en cours. Enfin, c'est drôle, c'est comme si on se disait que quand la société a été vendue, alors ça y est, c'est fini, quoi. L'histoire s'arrête. Et c'est là où... c'est vrai parfois. C'est vrai, et c'est vrai que la greffe prend assez rarement dans les rachats de start-up par les grands groupes. Mais là, c'est à mon avis une histoire un peu particulière. C'est Ronan Lemoal de Crédit Mutuel Arkea qui a racheté la société. Il la connaissait très bien. Et lui, il a une philosophie que j'adore. Il dit, on rachète des boîtes, et c'est pas la seule, hein, il va faire toute une constellation de rachats. On la rachète parce qu'elle marche, parce qu'elle a une dynamique, parce qu'elle a une logique managériale, parce qu'elle a un modèle. Elle peut devenir mondiale dans un groupe français comme ça. Mais oui, en fait, ce qu'il dit, c'est on ne va pas toucher. Il n'y a pas d'ingérence dans le quotidien. En revanche, on a injecté de l'argent qui va permettre à cette société d'aller encore plus vite, encore plus loin à l'international. Donc, le pari qui est fait, mais on en reparle peut-être dans 5 ans, hein, ça prend du temps de devenir une licorne. Sur la question des investissements, Manuel Valls a annoncé en février la création d'un compte entrepreneur. L'idée, c'est d'alléger la fiscalité pour les business angels. Mais merci. Voilà, j'allais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Mais oui, je crois que c'est important, quoi. Parce que je pense que les gens n'investissent pas à titre privé dans une start-up juste pour la beauté du geste, quoi. Ah, c'est sympa de soutenir les entrepreneurs. Non. Moi, j'ai un peu cette approche-là, mais parce que ça doit être ma mission. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps. Ceci dit, on a évidemment envie d'avoir un retour sur investissement. Et ce risque, il est trop important aujourd'hui. Donc, un allègement fiscal, des garanties, des choses qui vont encourager les gens à investir dans les startups, mais bien sûr que c'est bienvenu. D'autant que les business angels en France, je le vois par rapport aux États-Unis, c'est encore petit. 2014 était une très mauvaise année. Là, je crois que le montant moyen investi, c'est de 400 000 €. Il y a une petite croissance. Ouais, ça remonte en 2015. 56%, mais c'est bien. Alors, pour terminer, quelques mots sur vous un petit peu. Vous faites de multiples activités, ce que je disais au début. Vous avez votre société, vous avez votre lab, vous avez une émission, vous avez publié un livre. Pour vous, comment vous arrivez dans cette myriade d'activités à mesurer votre propre succès? Ah, c'est mignon comme question. Non, pas mignon, n'importe quoi. C'est drôle. À quoi je mesure mon succès? Il y a des critères objectifs de niveau de vie. Est-ce que je vis de la manière qui me plaît, où je veux, quand je veux? Ça, c'est une première chose. Mais c'est surtout le meilleur baromètre pour moi, c'est la joie que je ressens. Est-ce qu'à écrire des bouquins, monter des événements pour les femmes, soutenir les entrepreneurs, faire un laboratoire à New York, ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait plaisir? Et puis, est-ce que je respecte ce qui pour moi est l'essentiel, c'est l'équilibre de ma vie personnelle? Merci beaucoup, Catherine Barba, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité de l'écosystème des startups et un nouveau numéro du Club Entrepreneur, l'émission de challenge réalisée avec le soutien de Chivas Brothers Limited.